Salut à toi et bienvenue sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui partage des conseils courts et pratiques aux entrepreneurs qui veulent développer leur identité de marque. Moi, c'est Margot, graphiste et illustratrice freelance, et mon objectif, c'est t'aider à faire les meilleurs choix pour toi et ton projet, que ce soit en expliquant simplement les bases du graphisme ou en te proposant des solutions concrètes pour répondre à des problématiques que tu peux rencontrer au jour le jour sur ta communication visuelle. Si ces questions t'intéressent, abonne-toi au podcast et retrouve un nouvel épisode un jeudi sur 2. Bonne écoute! Dans cet épisode, on va parler de tes contenus. Sacro-saint contenus d'ailleurs, dont on entend parler en long, en large et en travers. Si bien qu'aujourd'hui, les 3/4 des jeunes entrepreneurs se ruent sur cette stratégie tous azimuts, parfois avant même d'avoir vraiment lancé leur activité. Alors en soi, je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais je remarque que ça peut devenir une finalité en soi, au détriment du développement de leur propre activité. Ce qui peut devenir contre-productif, voire décourageant ou tout simplement épuisant. Et ayant moi-même fait pas mal d'erreurs sur ce sujet, je trouvais intéressant d'en parler, même si ça ne touche pas au graphisme à proprement parler. Donc je vais te partager au fil de mes propres errances et de ce que j'ai aussi pu voir chez d'autres entrepreneurs ou chez mes clients et clientes, quelques mauvaises pratiques qui peuvent plomber ta stratégie de contenu. Mais en deuxième partie, on verra comment tu peux mettre toutes tes chances de ton côté pour créer un contenu qui cartonne et qui vienne soutenir durablement et efficacement ton activité. Si autant d'entrepreneurs s'appuient sur la création de contenu, c'est évidemment parce que c'est un levier très intéressant pour développer une audience, attirer un public cible vers toi, ton entreprise, te positionner comme un acteur incontournable dans ton secteur, voire même convaincre un client de faire appel à toi, de s'offrir tes produits. Et tout ça en plus sans dépendre d'un intermédiaire, puisque ce contenu, c'est toi qui le crée et qui le diffuse. Il y a donc autant de types et de formats de contenu qu'il n'y a d'idées et d'entrepreneurs derrière. Certains vont s'appuyer sur des contenus informatifs, donc ils viennent partager des conseils ou même des tutoriels, des études de cas, quand d'autres vont jouer plus sur un côté divertissant avec des contenus plus rigolos, voire un petit peu décalés pour venir mettre en avant leur personnalité ou la culture de leur entreprise. Il y a certains qui vont miser davantage sur le contenu vidéo, alors que d'autres seront peut-être plus enclins à créer du contenu écrit avec des newsletters, des articles de blog. Et c'est là que réside la vraie plus-value de la stratégie de contenu. C'est que tu peux vraiment trouver la façon la plus cool et la plus plaisante pour toi de faire connaître ta personnalité, tes engagements, ton expérience ou ta vision du métier. Quand tu as trouvé la bonne combinaison, en quelque sorte, ça peut vraiment créer un impact conséquent sur ta visibilité, l'engagement de ton audience et le développement de ton activité de manière plus globale. Le hic, parce qu'évidemment, il y a un hic, sinon ce serait moins drôle, c'est que trouver ce créneau-là, justement, c'est pas toujours évident. Créer du contenu, c'est essayer des choses, expérimenter, se planter, faire marche arrière, réessayer, abandonner, avoir de nouvelles idées, alterner entre des phases d'enthousiasme et de créativité intense et des moments de flemme, voire de découragement. Et puis on relance la machine, parfois en se forçant un petit peu, avant de réussir à trouver le bon format, la bonne méthode qui te permet de créer des choses avec plaisir tout en t'apportant davantage de résultats. C'est pour ça qu'on va d'abord passer en revue les erreurs, ou en tout cas les freins, qui peuvent entraver ce cheminement. Et puis en deuxième partie, je te partagerai plutôt des conseils et des pistes de réflexion pour améliorer ou bien démarrer ta production de contenu. Alors la première chose à laquelle je pense forcément, c'est la comparaison. Bah oui, parce qu'on est tous et toutes bombardés de contenu à longueur de journée. Donc ça peut être facile de se dire, bah oui, mais tout a déjà été fait, tout a déjà été dit sur le sujet que je veux traiter. En plus, je suis pas sûre de pouvoir le faire aussi bien. Alors qu'au contraire, il faut plutôt voir les choses différemment. Tu as ta propre façon de voir les choses. Tu as une expérience et un parcours qui t'appartiennent, une vision des choses qui n'est peut-être pas la même que celle de ton voisin. Et puis, qui dit que vous partagez les mêmes audiences, lui et toi, de toute manière. Ce qui a été lu par quelqu'un sur un réseau social, ça n'a peut-être pas été lu ou vu par une autre personne qui pourtant sera sur le même réseau, qui suivra les mêmes tendances et les profils similaires. Le plus important, c'est pas ce qui a été fait et dit par qui ou comment, mais ce que toi, tu as envie de partager. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de ce que je voyais partout dans mon secteur d'activité, et ça m'a tellement freinée, ou en tout cas restreinte, parce que je pensais qu'il fallait absolument que je trouve des choses nouvelles à dire. Et vraiment, quand j'ai compris que je pouvais m'emparer des mêmes sujets pour partager ma vision des choses, mes expériences,
à ma façon. Alors pourtant, ça paraît aujourd'hui évident avec du recul, mais quand j'ai vraiment compris ça, ça m'a libérée. Ma créativité, mon envie de produire des choses, elle a été démultipliée parce qu'il n'y avait plus de restrictions, il y avait juste des centaines de possibilités et de choses à faire. Ne réfléchis pas à ce que font les autres, mais plutôt à ce que toi tu peux faire, à ce que toi tu peux apporter. Toujours un peu lié à cet effet de comparaison, il y a aussi cette tendance à se fier à ce qui marche autour de nous, à ce qu'on voit le plus, qu'on pense être la meilleure solution, voire la seule solution pour créer un contenu attrayant. Et du coup, on vient à imiter ou à suivre des tendances qui existent, quitte à ce qu'elles ne fassent pas grand sens pour nous, que ce soit parce qu'elles ne sont pas assez en lien avec ce qu'on veut faire, ce qu'on souhaite proposer et partager, ou bien parce que le format en lui-même ne nous convient pas, ne nous ressemble pas. Mais c'est très tentant et c'est normal de vouloir suivre un modèle qui marche. D'ailleurs, on est visiblement très nombreux à le faire ou l'avoir fait, puisque on voit quand même énormément de posts et de contenus quasiment identiques, ou en tout cas très très similaires sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que tu te mets une difficulté supplémentaire si tu cherches à créer, à produire des choses qui ne viennent pas profondément de toi, dans lesquelles tu n'es pas convaincu à 100%. Alors ok, avec un petit peu de préparation et un écran interposé, on peut faire illusion quelque temps, mais ça ne dure jamais. Et c'est encore moins sûr que ça t'apporte des résultats. Ça me fait penser d'ailleurs à cette notion de client idéal. Tu sais, on utilise beaucoup cette notion pour définir son positionnement. Ou que tu utilises ce jargon-là ou pas, le résultat est le même. C'est que, au final, en tant qu'entrepreneur, notre ambition, notre envie, c'est quand même d'attirer à nous des prospects, des futurs clients, des partenaires qui nous intéressent, avec qui on partage certains intérêts, certaines valeurs ou engagements. Dans cette optique, il paraît évident que pour attirer ton client idéal, il faut que tu crées un contenu qui te ressemble et qui reflète parfaitement ce que tu es et ce que tu proposes. Parce que créer un contenu qui n'est pas à 100% toi, ça va t'éloigner de tes objectifs et de ton cœur de cible. Donc finalement, ça va être totalement à côté de la plaque, contre-productif par rapport à ton objectif de départ. Et puis, ça peut générer aussi d'autres petits désagréments. Par exemple, tu vas avoir plus de mal à promouvoir, à mettre en avant ce contenu parce que tu seras peut-être moins, voire pas trop aligné avec. Tu peux aussi renforcer, sans le vouloir, ce sentiment de comparaison avec les autres créateurs de contenu. Et puis, ce que je disais par rapport au client idéal, mais d'un autre point de vue, c'est que tu risques de faire venir à toi une audience, des potentiels clients, qui ne font pas partie des gens que tu cherches à toucher initialement. Donc vraiment, ne cherche pas à rentrer dans un moule, ne te force pas à suivre des choses que tu penses être les meilleures solutions parce que tu les vois ailleurs, tu les vois chez les autres. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais là, quand je parle de ça, à chaque fois, j'ai une image en tête, très caricaturale, mais tu sais, c'est les vieux clips d'entreprise, là, où tout le monde faisait semblant d'être trop heureux, trop cool, alors qu'en fait, ça sent le malaise jusque l'autre côté de l'écran. Alors même si ça se fait de moins en moins, mais il y a une époque, c'était un vrai truc. Et c'était terrible, parce qu'en fait, c'était à qui allait faire le plus gros clip corporate, avec le plus de gens qui sourient, ou qui font un flash mob, ou peu importe. Et tu sentais que c'était scripté, un peu forcé, c'était vraiment, je pense, pas du tout à l'image du quotidien de l'entreprise. Et c'est très dommage, parce qu'en fait, à vouloir faire quelque chose de parfait, on arrivait à un résultat très médiocre, voire un peu gênant, alors que je pense sincèrement qu'avec un petit peu plus de sincérité et de transparence, il y a énormément de belles choses à dire sur n'importe quelle entreprise et les gens qui y travaillent en fait. Et puis dans un genre plus actuel, plus récent, ça me fait aussi penser à un conseil que moi personnellement je n'aime pas du tout, j'en peux plus de l'entendre et de le lire partout. C'est le fait de dire si tu veux créer un contenu efficace, il faut créer un contenu clivant. Et j'avoue que moi je ne comprends pas vraiment ce conseil parce que déjà je trouve ça très galvaudé de ce côté de clivance, qui est clivance, qui ne l'est pas. Parce que, en fait, ça veut dire quoi, clivant, aujourd'hui? J'ai l'impression que sur certains réseaux sociaux, il suffit d'utiliser une phrase d'accroche un petit peu choc pour dire qu'on a une opinion clivante, on assume à fond, alors on n'a pas peur de dire les vérités qui fâchent, même si la suite du post ou l'article, ça vient nuancer à fond tout ce qui a été dit avant, en disant que oui, non, finalement, voilà, c'est rien n'est tout blanc ou tout noir, c'est plutôt 50-50. Enfin, voilà, surtout en général, c'est utilisé pour enfoncer des portes ouvertes. Mais c'est vrai que, à force de voir ça partout, et puis en plus ça marche, c'est vrai que c'est ça le pire, c'est qu'il y a une espèce de chose où je ne comprends pas, ça marche. Même si bien souvent c'est rien qu'un gros bluff. Mais en tout cas, ce qui m'énerve, c'est que c'est ce type de conseil-là, pour moi, n'est pas forcément un bon conseil. Parce que tout simplement, si dans la vie, tu n'es pas quelqu'un de clivant, tu n'es pas quelqu'un, entre guillemets, à contre-courant, ou même peut-être même militant,
Et pourquoi te forcerais-tu à l'être dans ta communication d'entreprise et puis dans tes contenus du coup? Parce que pour moi, a priori, si tu partages quelque chose de sincère, d'intéressant, de personnel, ou en tout cas qui vient de toi, ça devrait suffire. Et ton opinion va se dessiner d'elle-même. Donc les gens qui seront partisans de ce que tu dis, qui seront d'accord avec toi, qui voudraient te soutenir, au contraire, te proposer un avis différent, vont le faire. En tout cas, ce mot clivant, voilà, il est utilisé à tort et à travers, au lieu d'expliquer tout simplement que l'important, c'est de partager vraiment quelque chose avec conviction, en fait. Quelque chose qui vient du cœur, qui est sincère, avec transparence, mais aussi avec humilité et sans chercher à faire du putaclic ou de la provoque, en fait, un petit peu. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est important de trouver ta voix pour créer et partager un contenu qui vient de toi, qui reflète qui tu es, ce que tu fais, et la manière toute particulière qui va être la tienne de le faire. Pour autant, attention, ça n'empêche pas que parfois, on a besoin de sortir de sa zone de confort. Essayer des choses nouvelles, expérimenter, c'est hyper important pour voir ce qui te convient le mieux, parce qu'évidemment, c'est en faisant qu'on apprend. Il faut juste que ça ait du sens pour toi et ton activité, bien sûr. N'hésite pas non plus à essayer de nouvelles choses. Je voulais pas dire non plus le contraire. La preuve, c'est que de toute façon, devenir entrepreneur en soi, c'est un peu sortir de sa zone de confort quand même. Mais là, c'est pareil, je parle aussi en connaissance de cause, parce que moi, je me suis forcée pendant longtemps à créer des choses qui étaient ultra influencées par ce que je voyais, ce que j'entendais. Bref, par tous les contenus que moi-même je consommais. Et au final, non seulement les 3/4 n'ont jamais été diffusés parce que j'y croyais pas assez, ou en tout cas, s'ils ont fini par l'être, j'ai dû les supprimer parce que je trouvais pas qu'ils reflétaient ce que j'étais en tant que graphiste, en tant que freelance, en tant que personne même. Je les assumais pas, en fait, tout bêtement, même s'ils n'étaient pas honteux en soi ou particulièrement nuls. Ils étaient pas mauvais, ces contenus. Mais c'était pas moi, donc en fait, j'avais pas envie d'en parler, j'avais pas envie de le partager, j'avais même pas envie que beaucoup de gens le voient, en fait, presque. C'est un sentiment assez étrange. Une autre chose que je mentionne très souvent dans mon podcast aussi, c'est le fait de s'épuiser, de faire vraiment trop de choses, trop de contenu. Que ce soit d'un point de vue de rythme, avec un calendrier éditorial pas vraiment réaliste par rapport au temps que tu vas y consacrer, ou d'un point de vue aussi chronophage, c'est-à-dire la complexité et les ressources exigées pour créer le contenu que tu souhaites. Ça paraît vraiment anodin et évident ce que je dis, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même le gros point noir qui fait que beaucoup de gens échouent ou en tout cas abandonnent leur stratégie de contenu. Parce qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment le temps de création, parce qu'ils vont souvent se mettre à produire du contenu dans les moments de creux par exemple, ou quand ils débutent, donc c'est-à-dire quand ils ont pas encore beaucoup de clients, ou un peu moins de ventes, moins de rendez-vous, etc. Évidemment, c'est sûr, dans ces moments-là, on a du temps pour prendre soin de notre activité, de notre communication, de notre site internet. Donc on va en profiter pour se poser, réfléchir à de nouvelles idées qui pourraient nous permettre d'accroître notre visibilité, tout ça. Mais quand l'activité commence à être plus intensive, ou en tout cas, elle repart à la hausse, là, c'est difficile de tout faire en même temps. Et bien souvent, on est obligé d'abandonner sa création de contenu, ce qui est très dommage. Et puis ça, c'est sans compter la complexité, comme je disais, que demandent certains contenus. Parce que c'est vrai que parfois, on voit les choses en grand. Sauf que ça peut demander davantage de temps de production, puis aussi davantage de moyens, comme des compétences spécifiques, un budget. Bref, tu as beau avoir une idée qui est très bonne en soi, peut-être qu'elle n'est pas adaptée à tes usages ou à tes moyens actuels. Donc pour résumer cette première partie, ce que j'aimerais que tu gardes en tête, c'est qu'il ne faut pas se lancer dans une stratégie de contenu à corps perdu, créer pour créer, sans objectif, sans sens, sans conviction. C'est sûr que ça n'apportera rien à ton activité. Dans stratégie de contenu, il y a stratégie quand même. Donc il faut que tu saches pourquoi tu conçois, pour qui et comment. Sinon, c'est une production à perte. Perte de temps, d'énergie, d'argent, autant de choses qui pourraient être utilisées pour développer ton activité via ton service client, via l'amélioration de tes process, via de la prospection active, l'agrandissement de ton réseau, même nourrir ta créativité ou te former. Alors, dans cette deuxième partie, on va en fait un petit peu reprendre les points de la première partie, mais à l'envers. Le but, c'est de t'aider à construire une structure efficace et adaptée pour ta stratégie de contenu. On parlait de la comparaison. Eh bien moi, je veux te dire, détache-toi totalement de ce que font les autres marques, entreprises, créateurs de contenu que tu suis peut-être, ou qui sont dans le même secteur que toi. L'important, c'est de te concentrer sur ton activité et tes objectifs, pas ce que font les autres.
Réfléchis aux retombées que tu attends avec cette création de contenu. Est-ce que c'est pour développer ta visibilité, créer une relation plus directe avec ton audience, l'amener à découvrir, voire acheter certaines de tes offres, ou justement peut-être aussi s'abonner à un autre type de contenu payant? Dans tous les cas, c'est primordial de définir un objectif clair parce que cette stratégie, ces contenus, ce ne sont que des outils, ce ne sont que des moyens de remplir, d'atteindre cet objectif plus large. Dans cette même optique, il faut évidemment t'intéresser aux cibles de ces contenus. Qui sont-elles? Que cherchent-elles? De quelle manière tu peux les aider? C'est là qu'entre en jeu la réflexion, notamment sur tes thèmes de prédilection, qu'on appelle aussi tes thèmes piliers. En fait, ces thèmes piliers, ils vont vraiment devenir le squelette de tes futurs contenus. Il s'agit d'identifier 1 ou 2 ou 3 sujets, thèmes. Évidemment, le but n'est pas d'en avoir des dizaines et des dizaines, mais vraiment des thèmes principaux qui vont croiser à la fois la demande de ton audience, ses problématiques ou ses centres d'intérêt, et ce que toi tu apportes via tes solutions, tes prestations ou tes engagements. Quand tu définis ce thème pilier, n'aie pas peur de suivre ton intuition et tes envies aussi, quitte à sortir un petit peu des sentiers battus. Je sais pas, par exemple, moi je suis graphiste, je parle de graphisme, mais pour des personnes qui ne sont pas graphistes par exemple, évidemment, mes sujets ça va être l'identité visuelle, mon métier de graphiste freelance, la création de supports aussi. Mais je pourrais très bien adopter un angle tout à fait différent si ça m'emmerdait de parler de ces choses-là dans un podcast ou sur mon blog. De la même façon, je sais pas, si on prend 2 créatrices de robes de mariée, voilà, elles pourraient très bien choisir de créer du contenu sur des choses complètement différentes en fonction de leur personnalité, en fonction aussi de comment elles ont envie d'être perçues par les personnes qui vont venir acheter des robes chez elles. Il y en a peut-être une qui va s'intéresser davantage à la mode, à l'art textile en général, la couture, tandis que l'autre, elle va plutôt créer du contenu autour de la romance, et puis elle va créer un podcast sur les histoires d'amour, voilà justement comment les gens se sont rencontrés, comment tout a commencé, etc., etc. Ça pourrait être 2 approches vraiment très différentes, mais qui pourraient apporter tout autant à chacune de ces créatrices. L'important, en fait, pour définir tes thèmes piliers, comme tu t'en doutes, c'est surtout de bien te connaître. Qu'est-ce que tu as envie de partager? Qu'est-ce que tu as à dire? Sur quoi tu pourrais déblatérer pendant des heures? Utilise ton expérience, ton parcours, ton savoir, mais aussi tes valeurs et ta personnalité. Tout ça, il faut le mettre en avant dans ces contenus pour faire en sorte qu'ils reflètent toutes tes qualités, ces qualités qui font de toi un entrepreneur unique, et puis aussi faire ressortir ce que tu apportes en plus via tes solutions, qu'elles soient prestation de service ou vente de marchandises. En gros, il faut trouver le moyen de mettre en avant ce qui fait qu'un contenu, c'est le tien, et pas celui de Germaine ou de Gertrude. Il faut essayer de mettre le doigt sur tes forces, tes atouts, ce qui te caractérise aussi bien en tant que personne, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Par exemple, est-ce que tu es à l'aise à l'oral ou particulièrement charismatique? Est-ce que tu as des talents de rédaction, de l'humour, de la créativité peut-être pour raconter des histoires? Est-ce que tu vas choisir de créer un contenu plutôt sérieux ou plutôt sur le ton un petit peu divertissant avec une forme plus décalée, personnelle, voire intimiste? C'est vraiment important de passer aussi par cette petite phase d'introspection peut-être pour découvrir quel type de contenu tu vas vraiment kiffer produire. Mais toutes ces questions, elles vont aussi t'aider à identifier le meilleur support, en tout cas la meilleure forme pour concevoir ce contenu et le partager. Est-ce que tu vas plutôt créer une newsletter que tu partageras à tes abonnés ou proposer des rendez-vous réguliers sur tes réseaux sociaux avec des lives Instagram? Est-ce que c'est plus pertinent d'en faire un podcast ou bien peut-être une série de e-books à télécharger sur ton site? C'est fort possible que plusieurs solutions soient envisageables. Et là, se pose du coup la question de quel est le meilleur choix? Pour ça, moi, je vais te conseiller de faire une liste. J'adore les listes, j'ai déjà fait souvent des exercices avec des listes parce que je trouve ça très visuel et très efficace. Donc là, admettons que tu as 2 solutions de contenu qui t'apparaissent assez sympas, mais tu hésites, tu ne sais pas laquelle sera la plus pertinente. Eh bien, tu vas faire une liste de tout ce que tu devrais investir pour créer ce contenu. Donc d'abord, évidemment, le temps à y consacrer, que ce soit dans une semaine ou un mois, mais essaye de l'imaginer dans un mois et une semaine typique, avec une charge de travail moyenne. Moi, quand je fais ça, je me base en fait sur le protocole que je suivrai pour produire ce contenu. Donc en gros, je vais lister un petit peu toutes les étapes nécessaires pour créer un seul de ces contenus. Donc ça va vraiment être depuis la réflexion, l'idée qui germe, jusqu'à la diffusion et au partage de ce contenu. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'estimer le travail à réaliser.
Mais ensuite, il faut aussi compter les ressources matérielles qu'il te faut pour la création et, comme je disais, la diffusion de ce contenu. Est-ce que tu as besoin d'un site internet, d'une chaîne YouTube, d'outils de création, une plateforme d'hébergement ou d'un logiciel de montage, d'un micro? Et puis, il y a aussi les ressources immatérielles qu'il faut prévoir. Donc, toutes les compétences à mettre en œuvre ou à acquérir, si c'est quelque chose de tout à fait nouveau, d'un petit peu technique par rapport à ce que tu fais d'habitude. Et enfin, le coût de tes achats, de tes investissements éventuels. Donc, par exemple, en équipement, en formation, ou si tu dois déléguer à un prestataire tout ou partie de la création de ce contenu. Ça peut être aussi le prix d'un abonnement à un outil, un logiciel, etc. Vraiment, essaye d'être exhaustif. Si tu hésitais entre deux solutions, l'une d'entre elles doit maintenant paraître un petit peu plus évidente que l'autre à réaliser. Moi, je te conseille vraiment de partir dans un premier temps sur cette solution-là, celle qui est la plus simple et la plus pratique pour toi. Parce que, encore une fois, il faut que tu puisses produire ce contenu dans la durée et de façon régulière si tu veux qu'il t'apporte quelque chose et si tu veux qu'il devienne un levier de développement pour ton activité. Donc là, vraiment, c'est à toi aussi d'estimer le juste équilibre pour réussir à créer un contenu de qualité de façon récurrente sans que ça vienne pour autant troubler ou mettre en danger d'une quelconque façon le cœur de ton activité. Par là, je veux dire qu'il ne faut pas que cette création de contenu prenne le pas sur ton activité puisque c'est pas ta création de contenu qui va forcément te permettre d'en vivre. Ça peut bien sûr, et il y a, je pense, plein d'exemples justement d'histoires d'entrepreneurs qui ont commencé par créer un contenu pour mieux communiquer, pour se faire connaître, et puis qui se sont un petit peu spécialisés justement dans cette création de contenu et qui en ont fait un vrai business. Dans un premier temps, ce sera a priori pas ton cas, donc vraiment, estime au mieux, trouve le juste équilibre. Il y aura forcément des petits ajustements, c'est pas grave, rien n'est parfait du premier coup, mais si on peut limiter la casse, c'est tant mieux. Quand je parle de trouver un juste équilibre, c'est peut-être de faire des compromis. Donc en fonction de ta situation, tes besoins, peut-être qu'il s'agira de te tourner vers la solution avec laquelle tu es complètement autonome, dont tu disposes déjà des ressources, des outils nécessaires à sa création. Par exemple, admettons, si tu as un site internet, peut-être que tu te tourneras davantage vers le blog que tu n'avais pas trop exploité jusqu'à présent, ou sur ton compte Instagram pour faire des lives réguliers. Peut-être que tu vas décider de réduire aussi la quantité ou la récurrence de ton contenu pour rester dans ton budget, tout en continuant à y mettre beaucoup de valeur. Admettons que tu fasses des vidéos sur ta chaîne YouTube, peut-être que tu vas dire « Ok, moi je veux mettre un vrai budget, je veux créer quelque chose de qualité, donc peut-être que je vais en faire une par mois dans un premier temps, mais je vais proposer quelque chose de riche, avec un vrai contenu peut-être long, à forte valeur ajoutée, et dans laquelle je peux investir un petit budget, par exemple, en faisant appel à un professionnel de la vidéo pour le montage, l'étalonnage, le son, etc., etc. Pour prendre